Good Evening Business, la grande interview. On va continuer bien sûr de parler de ces journées d'Action nationale contre les retraites. Évidemment, Guillaume. Audrey, évidemment, on attend les chiffres des pouvoirs publics. 2,8 millions de manifestants à travers toute la France, dit la CGT. On attend aussi peut-être une prise de parole de l'intersyndicale, puisque les syndicats sont réunis. Qui va arriver, en effet. Oui, qui pourra arriver d'ici quelques instants, puisque tous les syndicats sont réunis du côté du siège de Force ouvrière à Paris, dans le 14e arrondissement. On parle de tout cela avec Pierre Ferracci, qui est notre invité. Bonsoir Pierre Ferracci. Bonsoir. Bonsoir, expert en politique sociale, président du groupe Alpha. Le chiffre de 2,8 millions de la CGT, vous attendez les chiffres officiels? Est-ce qu'il vous dit quelque chose d'ores et déjà, ce chiffre brut là, de la CGT? Il me dit, mais je pense que les chiffres de la police confirmeront la tendance que la mobilisation était plus forte que la dernière fois. Oui. Ce qui est un signe fort de la part des 8 organisations syndicales. Ça vous paraissait gagné ou pas de faire plus? C'était pas évident, mais on sentait quand même sur le terrain une tendance à une mobilisation plus forte dans les entreprises, notamment dans le secteur privé. Et donc, c'est quand même intéressant, même si certains mettront en avant qu'il y a un peu moins de grévistes dans la fonction publique, voilà, notamment chez les enseignants. Mais, oui, plus de manifestants. Oui, voilà. Mais ça, c'est quelque chose que les syndicats devront gérer et qu'ils gèrent plutôt bien aujourd'hui. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat aujourd'hui. Chez les enseignants, les salaires ne sont pas très élevés, par exemple, ou dans d'autres secteurs de la fonction publique. Donc c'est évident qu'une journée de grève, ça pèse lourd. Qui plus est dans le contexte actuel, évidemment, oui, d'inflation. Peut-être que certains fonctionnaires ont pris une journée de RTT pour les manifester, mais en tout cas, la manifestation de l'opposition au projet est beaucoup plus forte encore que le 19 janvier. Et ça, c'est un peu inquiétant pour le gouvernement en plein débat parlementaire. Mais qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous dites que la dynamique, elle est comparable à 2010 ? Moi, je pense qu'on est dans des eaux qui ressemblent à 2010 et qui pourraient aller même un petit peu plus loin. Parce que n'oubliez pas qu'il y a 8 organisations syndicales aujourd'hui qui sont ensemble. Alors, il était en 2010, il était un peu moins pendant la réforme à points qui a avorté, puisque la CFDT puis la CFTC et l'UNSA étaient plutôt favorables au système à points. Là, on a quand même un mouvement profond, et puis on voit bien que même du côté de la CFDT, il suffit d'écouter Laurent Berger, il y a vraiment une opposition absolue à cette mesure d'âge et aux 64 ans. Donc, on ne sait pas aujourd'hui comment tout cela peut tourner. Et je crois que le gouvernement il serait bien qu'il réfléchisse à prendre une initiative. Je pense que le débat au Parlement, d'abord, ne doit pas être court-circuité. Alors, il y a le problème du 47.1, oui, c'est ça, qui peut ressembler pour certains au 49.3, même si tout le monde ne rentre pas dans on réexplique juste, le 47.1 donc, va réduire la durée des débats à 50 jours, c'est ça? Si c'est pas voté sous 50 jours, ça passera par ordonnance. Et donc ensuite, après, avec un rôle de la commission paritaire, avec une majorité LR au Sénat, dont on sait qu'elle est favorable aux 64 ans, qui pourrait jouer un rôle clé. Mais je crois que quand il y a 8 syndicats, moi je fais des comparaisons sans remonter dans la nuit des temps, c'est 2018, les Gilets jaunes. Quand les Gilets jaunes descendent dans la rue, le gouvernement, à un moment donné, cède. Et cède de façon assez substantielle. Il y a eu 10 milliards, puis 17 milliards de plus, 17 milliards qui ont été mis dans la balance. Là, vous avez 8 organisations syndicales qui s'expriment de façon forte et unanime depuis un moment. Je pense qu'il faut les écouter. Et moi, je vais aller à rebours de tout ce qui se fait en ce moment dans le débat parlementaire, mais je pense qu'il faut discuter avec les syndicats. Bien sûr que la démocratie politique, au final, va l'emporter sur la démocratie sociale, et c'est le Parlement qui va trancher. Mais quand vous avez 8 syndicats comme ça qui sont vent debout, il faut ouvrir, non pas une concertation, mais moi j'ose dire une négociation, et discuter, même si on a l'impression aujourd'hui que les points de vue des uns et des autres sont totalement figés, et que les uns ne veulent pas des 64 ans, et que le gouvernement ne veut pas céder là-dessus. Nous avons à l'instant le chiffre de la police qui nous parle d'1,27 million, 1 272 000 manifestants à travers toute la France. 1 120 000 la dernière fois. Alors je ne vais pas commenter les deux extrêmes. On a sans doute au milieu sans doute le bon chiffre. Même si j'ai vu qu'une structure que vous connaissez bien s'est peut-être un peu ridiculisée ce soir sur la manifestation parisienne. Mais je crois qu'il y a une initiative à prendre du côté des syndicats forte. On ne peut pas considérer que la concertation depuis le mois de septembre a porté ses fruits quand on voit cette Non mais c'est ça, parce que vous parlez de discussions, mais les discussions et la concertation, elle a lieu depuis 5 mois, avec 3 cycles justement qui ont été en lien avec tous les sujets brûlants, que ce soit les seniors, la durée, etc. Et finalement, ça n'a donné à rien. Peut-être qu'il faut aller plus loin, parce qu'à force de dire qu'il n'y a qu'une façon de redresser... Moi, je vais vous dire, les comptes
du système de retraite sont en déséquilibre. Ça, personne ne le nie. Oui. Le seul problème, c'est d'abord le diagnostic en valeur absolue sur ce déséquilibre. Là, il y a déjà débat entre économistes, et économistes de qualité, de part et d'autre. Vous savez, quand je vois Jean-Hervé Lorenzi, qui est le fondateur du Cercle des économistes, il est avec nous tout à l'heure. Voilà. Qui est plutôt... il ne m'en voudra pas de dire qu'il est plutôt dans la logique macronienne ou macroniste. Bon, qui dit que si on relevait de 10 points le taux d'emploi des seniors, on réglerait pour l'essentiel le problème. Il ne dit pas que ça, mais il dit d'abord ça. Ça, c'est ce que beaucoup disent. Je pense que dans ce débat, il y a 2 erreurs de la part du gouvernement. Une erreur de préparation et une erreur de communication. L'erreur de préparation, c'est, moi je cite souvent le cas des pays du Nord, qui en matière de démocratie sociale ne sont pas les plus mauvais. Quand la Finlande a fait bouger l'âge de la retraite, a déporté l'âge légal, elle a demandé aux partenaires sociaux pendant 3-4 ans ou 3 à 5 ans de négocier sur les seniors, sur la pénibilité, sur la charge de travail de seniors, sur les fins de carrière, sur le pouvoir d'achat. Quand les salaires bruts se bloquent pour les seniors, on peut bouger les salaires nets en bougeant les cotisations. Il y en a qui disent pourquoi pas baisser les cotisations des seniors, quitte à raisonner à cotisation constante en relevant d'autres cotisations. Cette préparation n'a pas eu lieu. Je pense que le gouvernement, quand il a abandonné le système à points, qui entre parenthèses frustrait un peu la CFDT et puis les 2 confédérations qui étaient plutôt favorables à ça, même si d'autres étaient à l'opposé, quand il a abandonné le système, aurait dû faire cette préparation. Mais le système à points, Pierre Ferracci, en fait, il était plutôt bien accepté. Là où ça a commencé à se compliquer, c'est quand on a commencé à parler de l'âge pivot. Oui, bien sûr, mais on en revient toujours au même problème. Il y a différentes façons de trouver les équilibres du système de retraite, y compris quand on parle de système... Je vous interromps un instant, pardon, Pierre Ferracci. On va aller au siège de Force ouvrière. Les syndicats sont en train de s'exprimer, donc on va peut-être avoir des infos sur les prochaines éventuelles journées de mobilisation. Je ne sais pas si on a la connexion avec le siège de Force ouvrière. Voilà, c'est une représentante syndicale. Jeunes et retraités se sont mobilisés par la grève et ou ont manifesté sur l'ensemble du territoire. Cette mobilisation d'ampleur fait suite à celle du 19 janvier qui avait rassemblé plus de 2 millions de personnes. La jeunesse s'est particulièrement mobilisée aujourd'hui pour refuser la précarité grandissante que promet le gouvernement. La population soutient les revendications des organisations syndicales qui s'opposent au recul de l'âge légal de départ à 64 ans et à l'allongement de la durée de cotisation. 9 travailleurs sur 10 rejettent la réforme, 2 tiers de la population soutiennent les mobilisations. Personne ne s'est laissé tromper par la propagande du gouvernement. Les organisations syndicales dénoncent ainsi le mail du ministre de la Transformation et de la Fonction publique envoyé tant à des agents publics qu'à des salariés de droit privé, présentant une liste d'arguments en faveur de la réforme des retraites. Les organisations syndicales n'acceptent pas les propos tenus par la Première ministre ce dimanche, indiquant, selon elle, l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable. Pour les organisations syndicales, le recul de l'âge de départ n'a jamais été négociable. Les propositions alternatives formulées par elles sont toutes restées lettres mortes. Cela démontre le jusqu'au-boutisme du gouvernement, sourd au rejet exprimé par la totalité des organisations syndicales et l'immense majorité des citoyens. Rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale. Le gouvernement doit entendre le rejet massif de ce projet et le retirer. L'intersyndicale appelle toute la population à se mobiliser par la grève et la manifestation encore plus massivement le mardi 7 février, puis le samedi 11 février, pour dire non à cette réforme. Elle appelle, d'ici là, à multiplier les actions, initiatives, réunions ou assemblées générales partout sur le territoire, dans les entreprises et services, dans les lieux d'études, y compris par la grève. L'intersyndicale se réunira le mardi 7 février au soir. Merci. Voilà, Patricia Drevon, secrétaire confédérale Force ouvrière. 2 nouvelles journées d'action, donc Pierre Ferracci, 7 et 11 février prochain. Mais ce qu'on entend quand même, Guillaume, c'est que même si le gouvernement donne des choses sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur les seniors, et fait des efforts, ça ne changera rien. Les syndicats sont vent debout et vous avez noté que la 2e journée de manifestation a lieu le week-end. Oui. Pour éviter justement ce qu'on évoquait tout à l'heure, qu'il y ait des pertes de pouvoir d'achat liées au fait qu'une journée en semaine, pour certains, ça nécessite de poser une journée de grève.
Donc ça, c'est plutôt habile et je pense qu'il y aura beaucoup de monde dans la rue le 7 et le 11. Alors, sachant qu'on sera dans les vacances scolaires. Tout à l'heure, il y a un problème de préparation. Emmanuel Macron a abandonné la réforme systémique, il a pris ses responsabilités. Mais surtout, sur les seniors, il faut préparer le terrain avant. Il ne l'a pas été. Vous savez, aujourd'hui, on parle de l'index des seniors. Si on l'avait testé pendant 3-4 ans, on aurait bien vu s'il était efficace, s'il faisait bouger les entreprises. Faire bouger les entreprises, ça va être très long, très difficile. Culturellement, on met à la porte des seniors à partir de 55 ans dans beaucoup d'entreprises et de secteurs. Et ça, quand j'évoquais le problème de la Finlande ou d'autres pays du Nord, ça n'existe pas ailleurs. Et le relèvement du taux d'emploi des seniors, il est décisif. Si vous ne faites qu'allonger l'âge légal de départ à la retraite sans régler ce problème-là, vous allez avoir encore beaucoup de seniors qui vont être au chômage, en invalidité. Et puis, est-ce que vous êtes aussi d'accord pour dire qu'en fait, un index sans mesure punitive derrière, ça ne servira pas à grand-chose? Un index, il faut que ça incite les entreprises et celles qui ne suivent pas. Il n'est pas anormal qu'il y ait des sanctions. Question, on va revenir à ces enjeux dans un instant, Pierre Ferracci, mais par rapport au calendrier 7 et 11 février, on se posait la question tout à l'heure. Les débats parlementaires doivent s'achever le 26 mars, en théorie. Oui. Nous sommes à quelques jours, comme le rappelait Audrey, du début des vacances scolaires. Est-ce qu'il y a là, notamment à travers ces 2 journées et ce qui pourrait suivre après, les moyens d'enclencher véritablement et d'enraciner un véritable mouvement pour vous? Ou alors est-ce que les vacances de février peuvent constituer un obstacle pour les syndicats? C'est un défi pour les syndicats. Ça, c'est évident que les vacances perturbent un petit peu le jeu. Mais le fait qu'elles posent 2 journées, dont une le week-end, montre bien qu'elles veulent sauter l'obstacle et qu'elles sont confiantes dans leur capacité à mobiliser beaucoup de monde. Vous savez, dans ce genre de mouvement, la deuxième manifestation est la plus importante. Soit vous chutez immédiatement, soit vous êtes en phase de progression. Si vous êtes en phase de progression, vous allez agréger d'autres acteurs demain. Alors après, il y a les vacances, il y a le problème du pouvoir d'achat avec des grèves qui ne pourront pas se mener partout là où ils voudront. Mais le fait de faire une manifestation du samedi est sans doute pour eux une bonne chose. Autre question, on a entendu la fermeté encore ce soir de la secrétaire confédérale Force ouvrière sur les 64 ans. Je vous entendais tout à l'heure parler d'initiative. Il faut une initiative de la part du gouvernement. Est-ce que vous pensez à l'impensable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra que le gouvernement véritablement se pose la question de renoncer au relèvement de l'âge légal de 62 à 64 ans. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez concevoir? Moi, je pense que, alors c'est difficile à concevoir aujourd'hui quand on voit la position ferme d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron. Moi, je pense que s'il y a une vraie discussion, concertation, négociation avec les organisations syndicales et patronales aussi peut-être, parce qu'il faut les mettre dans le jeu, si le gouvernement demande aux organisations syndicales de se mettre d'accord, ce qui n'est pas aussi facile que de contester la mesure des 64 ans, de se mettre d'accord pour des propositions alternatives pour rééquilibrer le système de retraite, parce que personne ne nie qu'il y a un problème de déséquilibre. Ils vous parlent de hausse de cotisation. C'est la dramatisation. Ils vous disent aujourd'hui taxe super profit, ils vous parlent de hausse de cotisation. C'est la dramatisation, mais à juste titre, il y a beaucoup d'économistes, et moi je suis désolé, je fais partie aussi de ce courant-là, qui disent que le problème de déséquilibre, il est aujourd'hui sur l'ensemble des financements publics plus que sur le système de retraite. Il faut remettre les gens au travail, je dis pas, il faut aussi tenir compte de ce qui s'est passé pendant la pandémie et faire des économies, aller chercher des ressources ici et là. Et il y a sans doute d'autres façons d'équilibrer demain le système de retraite que celle qui passe aujourd'hui, qui est assez brutale, il faut bien le dire, et qui est considérée comme totalement injuste. Mais en même temps, redemander encore une fois aux syndicats de faire des propositions, c'est remettre une pièce dans la machine, puisque c'est précisément ce qu'ils ont fait depuis le mois de septembre, octobre dernier. On reçoit toutes les semaines des représentants de syndicats sur ce plateau et ils nous disent on a fait 1000 propositions et on n'a jamais été écoutés. Ce que les syndicats n'entendent pas, et ça on peut considérer que c'est à juste titre, c'est qu'à partir du moment où on s'écarte de la mesure d'âge de 64 ans, on n'est pas entendu. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Bon, il y a beaucoup aujourd'hui d'économistes ou de syndicalistes qui vous disent qu'on peut rééquilibrer le système de répartition en prenant d'autres mesures. Alors ça prend peut-être un peu plus de temps. Ce qu'on dit sur les seniors. Voilà. Il y a une vision aussi des tendances à long terme qui ne sont pas forcément partagées. Le gouvernement a fait une réforme assez brutale d'ailleurs de l'assurance chômage. Normalement, c'est pour aller au plein emploi. Le plein emploi, c'est 5% de chômeurs, c'est pas 7%. Ça redresse les finances du système de retraite. Bon, il faut être cohérent à un moment donné. On va discuter d'une loi sur le plein emploi, je crois, dans quelques mois. Deuxièmement, le gouvernement parle de réindustrialisation. Bon, ça va prendre du temps, parce qu'on a mis 20 ans pour désindustrialiser la France. On va mettre sans doute autant de temps pour la remettre sur les rails. Mais réindustrialiser, c'est améliorer la productivité.
C'est dans l'industrie que se font pour l'essentiel les gains de productivité. Si vous réindustrialisez, si vous améliorez la productivité, c'est aussi un élément de redressement des finances du système de retraite. Donc il y a tout un tas d'enjeux de ce type. Et puis il y a le travail des seniors. Je veux dire, on est encore à la traîne. Le problème, là où le gouvernement n'est pas crédible, c'est que la seule façon qu'on trouve en France de faire travailler plus longtemps les seniors, c'est de déporter l'âge légal. Je suis désolé, il y a plein de mesures positives qui ont été prises dans d'autres pays où les gens acceptent de rester, certains très volontairement, d'autres avec un peu moins d'enthousiasme, mais parce qu'on a aménagé leurs conditions de travail, parce qu'on a aménagé leurs conditions de fin de carrière, parce qu'on a regardé les problèmes de pouvoir d'achat, parce qu'on a touché aux cotisations aussi, c'est pas un sujet tabou. Là, vous avez l'impression que tout est bloqué. Mais on peut pas toucher aux cotisations. Quand on vous écoute, on comprend bien l'importance pour le gouvernement de devenir beaucoup plus pédagogue autour de cette réforme. Est-ce que finalement, la solution, ça n'aurait pas été de se concentrer uniquement sur le nombre de trimestres cotisés ? Je crois que certains syndicats le refusent aussi, puisqu'ils refusent à la fois de bouger la durée des cotisations et en même temps l'âge légal. Il y en a d'autres qui sont plus ouverts là-dessus. Voilà. En tout cas, moi je pense que passer par la durée des cotisations, c'est sûrement moins injuste que passer par l'âge légal, mais pour des raisons évidentes. Ceux qui rentrent sur le marché du travail à 23 ou 24 ans, ils sont moins touchés par le déport de 62 à 64 ans que ceux qui commencent beaucoup plus jeunes sur le marché du travail. Et ceux-là, ce sont les catégories les plus modestes. Ça, c'est un premier point. Mais ça rapporte moins d'argent. Pour le gouvernement. À partir du moment où on dit, ou certains disent, ou moi je dis en tout cas, que le problème est d'abord un problème de finances publiques en général, qui est réel aujourd'hui, on s'est beaucoup endetté. Vous savez, il y a des sujets qui sont tabous aujourd'hui. Quand on entend le ministre de l'économie, Monsieur Le Maire, il va bien falloir les regarder autrement. Moi, je pense qu'on va devoir bouger les impôts demain. Les impôts des plus aisés, les impôts peut-être des entreprises les plus fortunées. Autrement, on n'y arrivera pas. Autrement, le poids le sujet de l'évasion fiscale sera trop sur les catégories les plus modestes. Et vous savez, il y a un autre enjeu dont on ne parle pas aujourd'hui. La transition écologique. Elle va être extrêmement coûteuse. Quand vous regardez le rapport de Jean Pisani-Ferry qui a été mandaté pour étudier ce coup-là, et qui d'ailleurs, sur le problème des retraites, parle plutôt, lui, de durée de cotisation que d'âge légal. C'était quand même lui qui était à l'origine du programme économique d'Emmanuel Macron. Mais quand vous écoutez Jean Pisani-Ferry, on sait que ça va coûter très cher. Quand on dit que ça va coûter très cher, qui va payer ? Il va y avoir un problème d'équilibre. Si la transition écologique génère des inégalités sociales supplémentaires et qu'elle accompagne un mouvement sur l'assurance chômage et sur le système de retraite, c'est la double peine qu'on représente aujourd'hui, mais c'est la double peine. Ouais. Donc moi je pense qu'il faut aborder le problème de façon beaucoup plus globale, et à partir de là, quand je dis réunir les syndicats, les écouter sur la façon dont eux envisagent le retour à l'équilibre. Je ne connais aucun syndicat qui nie qu'il y a un déséquilibre. Simplement, c'est l'ampleur du déséquilibre et la façon de le traiter, à la fois dans la durée et selon les modalités adaptées, qui est en débat aujourd'hui, et ce débat n'a pas encore... Eux ne nient pas le déséquilibre, mais ni l'urgence d'une réforme, de la nécessité d'une réforme. C'est pas mais si vous ne niez pas le déséquilibre, d'abord, si vous le voyez plus bas que certains le disent, parce qu'on a entendu tous les chiffres. Moi, je ne m'y retrouve pas entre les 500 milliards en 25 ans dont parle Gabriel Attal et les 140 milliards en 10 ans dont parle la ministre. Et le corps est un très bel instrument, mais comme il évoque tous les scénarios à la fois, tout le monde y trouve ce qu'il a envie d'y trouver, y compris le Rassemblement national. C'est un peu difficile pour l'opinion publique de s'y retrouver. Donc il peut y avoir un débat sur le niveau de déficit pour les années à venir, il peut y avoir un débat sur les modalités de le traiter. Et ça, je pense que les syndicats ont raison de dire qu'ils n'ont pas été suffisamment entendus. Le grand drame de tout ça, c'est qu'on on s'est focalisé sur ce relèvement de l'âge légal parce que c'est un totem, parce que c'est un symbole et qu'il y avait des visées politiques. On aurait annoncé une accélération encore plus marquée de la loi Touraine, vous n'auriez pas eu 1 million de personnes dans l'air aujourd'hui, monsieur. Oui, mais ça renvoie à un scénario politique que vous connaissez bien. Ce qui est un peu paradoxal aujourd'hui, c'est qu'il y a 8 syndicats qui sont contre, avec la CFDT, qui était plutôt ouvert sur le système à points, avec d'autres, et qui n'ont pas l'air, en tout cas qui pensent ne pas être écoutés. Et c'est du côté des Républicains et des Reciotti qu'on trouve la façon de modifier un petit peu la réforme des retraites. Et je note d'ailleurs qu'une partie de la gauche, je dirais, des Républicains, Xavier Bertrand ou Aurélien Pradier, sont plutôt critiques sur le système qui est proposé. C'est un peu paradoxal, quoi. Donc on a un schéma politique où effectivement le gouvernement n'a plus la majorité à l'Assemblée, il est obligé de composer avec les Républicains, et ça donne effectivement une inclinaison qui n'est pas du goût de tous les syndicats. Et encore une fois, de tous les syndicats. Depuis 12 ans, ils n'avaient pas été ensemble dans la rue comme ça. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas raté quelque chose avec Laurent Berger ?
pour vous? Est-ce que c'est pas une des clés sur la réforme systémique? Sur la réforme systémique, et puis il y a aussi, on peut en parler, le rapport un peu particulier qu'ils entretiennent. Rappelez-vous, à l'époque, on savait très bien que le Premier ministre, Édouard Philippe, était plutôt pour une réforme paramétrique, et lui parlait d'une fourchette de 64 à 67 ans. Oui. Emmanuel Macron est tombé de ce côté-là, incontestablement. Alors qu'il était contre au début. Eh ben oui, il avait même tenu des propos, je me rappelle, dans le grand débat, qui ont été d'ailleurs soulignés par certains syndicalistes, où il disait d'ailleurs que si on ne traitait pas sérieusement le problème des seniors, c'était pas la peine de s'occuper de l'âge légal. Enfin, c'était assez cru. Je crois qu'il parlait même d'une démarche hypocrite d'ailleurs à l'époque. Donc je pense qu'il était conscient de tout ça. Aujourd'hui donc il y a un double problème. Le problème des finances publiques en général, qui nécessite à mon avis y compris de revoir un peu notre fiscalité, peut-être temporairement. Et puis après vous évoquez des rapports avec Laurent Berger. Je pense que Emmanuel Macron a globalement un problème avec les partenaires sociaux. Entre parenthèses, sur la question des seniors, j'aimerais entendre davantage le MEDEF et les représentants des entreprises, parce que dans les entreprises, on sait qu'on a beaucoup d'efforts à faire. Je parle aussi de la mienne d'ailleurs. On est 900 salariés dans le groupe Alpha. Peut-être que sur les seniors, on peut faire mieux. Globalement, on n'entend pas beaucoup les partenaires sociaux ces temps-ci, enfin le patronat sur cette réforme des retraites. Parce qu'il y a des divisions aussi au sein des instances patronales. Sur les seniors, où on sait qu'on aura un obstacle très difficile à franchir, il est autant culturel que technique. Ça prendra des années. Il faut que les entreprises s'y attaquent fortement et peut-être avec des mesures à la fois incitatives et d'autres mesures coercitives. Autrement, on n'y arrivera pas. Déjà, ça va prendre du temps, mais s'il n'y a pas une impulsion forte du gouvernement, on n'y arrivera pas. Donc après, il y a le rapport aux partenaires sociaux. Là, il y a une occasion en or pour Emmanuel Macron de se remettre non seulement en relation forte avec Laurent Berger, mais avec l'ensemble des syndicats. Les partenaires sociaux, et en tout cas dans la partie des syndicats de salariés, ont eu l'impression, depuis le début du premier quinquennat, de n'être pas assez écoutés. Alors, sur le thème, il faut aller vite dans les réformes, on considère souvent que les syndicats sont des obstacles. Là, je pense qu'on va s'apercevoir bientôt que si on ne les écoute pas suffisamment, les gilets jaunes ou des formes de gilets jaunes ou des formes de bonnets rouges seront demain d'autres obstacles à surmonter. Et en même temps, avec une frontière extrêmement fine entre le fait de montrer qu'on est à l'écoute et donner un aveu de faiblesse. Oui, mais vous savez, de temps en temps, être fort, moi j'aime bien, j'entends le courage, c'est de résister, même à la rue, même à l'opinion majoritaire. De temps en temps, le courage, c'est de se dire, bon, on dit souvent, il n'y a pas de bon moment pour faire une réforme impopulaire. On n'est pas obligé de choisir le pire des moments. Pourquoi le pire des moments? L'inflation. La guerre en Ukraine qui tétanise un petit peu tout le monde, la hausse du prix de l'énergie dont on ne sait pas comment elle va s'arrêter, le coût de la transition. Certains sont en train de se dire que ça va être dur, y compris pour les catégories modestes. C'est bien de relooker les logements, de faire en sorte que ce ne soient pas des passoires. C'est bien de basculer brutalement dans les véhicules électriques. Vous avez vu le prix des véhicules électriques aujourd'hui? Je parle d'entrée de gamme. Certains se disent c'est pas le moment. C'est pas le moment. Alors c'est vrai que quand on a une réforme à faire, décaler de quelques mois, écouter davantage, passer par des modalités un peu différentes de celles qu'on a prévues, ça peut être difficile. Mais c'est peut-être ça le vrai courage. Votre pronostic est peut-être prémonitoire. Pierre Ferracci, à l'instant, Elisabeth Borne dit entendre les interrogations et les doutes après une mobilisation massive. Voilà, il y a quand même... C'est plutôt positif. Je pense que c'est ça le courage en politique, c'est d'entendre de temps en temps ce qui vient, et puis après d'affirmer sa capacité à gouverner et de trouver les équilibres et de réformer le système des retraites, peut-être par une voie un peu différente. On va suivre ça, bien évidemment. Donc, on le rappelle, 2 journées de mobilisation la semaine prochaine, les mardis 7 et samedi 11 février. Merci beaucoup, Pierre Ferracci. Merci de passer nous voir. Expert en politique sociale, président du groupe Alpha. Merci beaucoup d'être passé ce soir sur BFM Business. 19h57, c'est fini pour aujourd'hui. Oui, c'est l'heure de Tech & Co, Guillaume. Dans un instant, avec François Sorel. Et nous, on se retrouve bien sûr demain, 18h, fidèle au poste, pour de nouvelles infos. Et si vous souhaitez retrouver une partie de cette émission, vous cliquez sur le QR code qui s'affiche sur vos écrans ou bfmbusiness.fr. Il est ici. Très bonne soirée. François Sorel dans un instant. Bonne soirée.